VOA Afrique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Washington Forum. Gros plan ce soir sur la police américaine. Une nouvelle fois, un Africain-Américain est mort entre les mains de la police. Cette fois à Baltimore, flambée de rage, appel au calme et demande de réforme dans la police. L'histoire se répète pour l'Amérique post-raciale de Barack Obama. Cette fois, la victime s'appelle Freddie Gray. Il avait 25 ans, il est mort le 19 avril des suites d'une blessure qui lui a été fatale alors qu'il ne portait pas de ceinture dans le fourgon de police où il a été embarqué. Une semaine plus tôt, il avait été interpellé sans ménagement et placé en garde à vue. 6 policiers ont été mis en examen dans cette affaire. Une nouvelle fois, la police américaine est mise en accusation. Est-elle coupable? Élément de réponse dans ce Washington Forum. Washington Forum. Et merci de votre fidélité à VOA Afrique. Coup de projecteur ce soir donc sur la police américaine mise sur le devant de la scène pour de bien mauvaises raisons ces derniers mois. Dans cette émission, nous tenterons de comprendre les racines de ce mal qui mine les forces de l'ordre aux 4 coins des États-Unis. Dans ce pays où 300 millions d'armes à feu circulent, pourquoi les policiers tirent-ils de façon déraisonnée? Pourquoi ont-ils peur? Autant de questions qui reviennent sans cesse à chaque nouveau fait divers. Le dernier en date qui émeut l'Amérique, c'est à Baltimore. Sur place, après la colère et les saccages, un couvre-feu a dû être imposé, la garde nationale déployée. Aujourd'hui, ces mesures sont levées et le calme est revenu dans cette ville de l'État du Maryland. Tentative d'explication sur cette éruption de violence avec Lionel Gaïma. Ces scènes d'émeutes et des pillages dans Baltimore ont fait le tour du monde après les obsèques de Freddie Gray. Cet Africain-Américain est mort dans des conditions suspectes après avoir été interpellé par la police. 6 policiers ont été mis en examen pour homicide involontaire. Insuffisant pour calmer cette ville où la communauté noire est majoritaire, les leaders locaux condamnent les violences mais ne sont pas surpris étant donné la longue frustration des habitants de la ville. La douleur et la frustration des jeunes que je connais pour la plupart, ils sont là et crient. Regardez, nous voulons une meilleure éducation. Ils disent, nous voulons du travail, des centres de loisirs. Et ils disent, et nous alors? Baltimore a 2 visages, un centre-ville économiquement développé, mais pas très loin, des quartiers majoritairement noirs ravagés par la pauvreté et le crime. Une ségrégation territoriale qu'on trouve très souvent aux États-Unis. La colère de Baltimore est similaire à la colère ressentie à Ferguson, à la colère ressentie à Staten Island à New York, la colère qui est ressentie depuis trop longtemps un peu partout à travers les États-Unis. Mais nous devons aller au-delà de cette colère et agir. À Baltimore, de nombreux Noirs demandent que la police rende plus de comptes et se plaignent de l'agressivité des policiers. La ville a ainsi payé des millions de dollars pour éviter des procès contre la police pour comportement inapproprié. La mort de Freddie Gray est le dernier incident en date au cours duquel des hommes noirs sont morts après une altercation avec la police. Ce membre de gang demande des solutions. Si on peut se mettre ensemble pour faire des choses négatives, on peut se mettre également ensemble pour faire du positif. Si on prête l'oreille et qu'on écoute la jeunesse au lieu de les négliger, ça serait probablement un changement. Les violences sont finies à Baltimore, mais la tension demeure extrêmement forte entre les jeunes noirs et la police. La police américaine en accusation, c'est le débat de ce Washington Forum. Pour en parler, nos 3 invités en plateau à mes côtés. Kadiatou Diallo, vous présidez la fondation Amadou Diallo du nom de votre fils qui est mort en 1999. Je rappelle qu'il a été abattu par des policiers de New York. Il n'était pas armé mais a reçu 41 balles. Bonsoir. Bonsoir. Dans nos studios, évidemment, à New York en tout cas à côté, l'avocat pénaliste Matthew Galuzzo. Vous êtes aussi ancien procureur de New York. Vous êtes par téléphone. Bonsoir. Bonsoir, merci. Et depuis la France, via Skype, Nicole Baccaran, historienne et spécialiste des États-Unis. Je rappelle que vous avez notamment écrit l'excellent ouvrage « Les Noirs américains des champs de coton à la Maison-Blanche ». Bonsoir. Bonsoir. Allez, on va commencer ce débat. Kadiatou Diallo, je me tourne d'abord vers vous. On connaît le drame qui est le vôtre. 16 ans après la mort barbare de votre fils, on a l'impression que malgré les beaux discours, peu de choses ont changé aux États-Unis. Est-ce que c'est votre impression? Oui, je suis d'avis
c'est presque, on sent qu'on recule en arrière. Et c'est ce que j'ai dit quand Michael Brown a été abattu. Et tout récemment, avec ce qui s'est passé à South Carolina et à Baltimore, il y a tellement de bavures policières. Donc ça crée un conflit énorme entre la communauté et la police. Et dans ce sens que nous avons des inquiétudes, puisque la police et la communauté, ils doivent être dans de bonnes relations, sinon il y aura des conséquences de ce genre. Alors je me demande pourquoi, malgré tout ça, 16 ans après que mon fils a été abattu, et toutes les conférences qu'on a faites pour sensibiliser la communauté et la police, pour nous rapprocher, il y a toujours ces problèmes qui persistent. Alors, vous l'avez dit, la communauté noire est à cran. Depuis un an, on le répète, on se souvient qu'à Ferguson, la décision d'un jury populaire de ne pas poursuivre un policier blanc responsable de la mort d'un jeune noir a provoqué une flambée d'indignation. Il y a eu aussi la mort d'Eric Garner à New York, où les policiers ont été blanchis par la justice. Walter Scott a lui été tué à North Charleston. Et un adolescent de 12 ans, Tamir Rice, abattu alors qu'il jouait avec un faux pistolet à Cleveland. Nicole Baccaran, vous êtes en France. Qu'est-ce qui explique cette relation de peur, selon vous, entre les policiers et les minorités raciales aux États-Unis ? Mais déjà, vous mentionniez un fait qui ne concerne pas que les minorités raciales, c'est la présence des armes à feu. Aux États-Unis, vous parliez de 300 millions d'armes. Donc les policiers ont peur de mourir en service. C'est arrivé à l'un d'entre eux à New York. C'est une peur compréhensible. Ils travaillent aussi dans des quartiers authentiquement dangereux, où les habitants, eux aussi, ont peur et pas simplement de la police. Mais au-delà de ça, à l'évidence, il n'y a pas les précautions nécessaires pour protéger la vie des personnes qu'ils veulent interpeller ou dont ils se méfient. Madame Diallo, je suis extrêmement émue de me retrouver à la même antenne qu'elle aujourd'hui. L'assassinat de son fils, c'est le cauchemar de toutes les mères, et un assassinat totalement injuste et qui n'a pas été puni, dont l'injustice n'a même pas été reconnue. Quand on est policier, quand on se sent menacé, c'est tout à fait légitime par moment. On peut à la limite tirer dans les jambes, tirer dans la main, tirer une balle. Jamais il ne semble nécessaire de tirer des dizaines de balles sur un même individu. Donc l'idée que même en état de peur, même en état d'inquiétude, même légitime pour un policier, la prochaine étape, c'est de tirer de manière fatale. Ça, c'est inacceptable. Alors justement, c'est un point intéressant. On va poser la question à Matthew Galuzzo. Vous êtes avocat à New York. Évidemment, la législation varie dans les différents États américains. Peut-être pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs qu'en droit américain, généralement, les policiers peuvent ouvrir le feu dès qu'ils craignent pour leur vie. Une notion très floue avec de nombreux abus, Matthew Galuzzo. Ah oui, bonjour. Oui, les policiers, ils ont le droit d'utiliser de la force pour se défendre. Et quelquefois, les policiers ont besoin vraiment d'utiliser de la force pour faire des arrestations, pour défendre la public. Et donc, mais la question, c'est est-ce qu'ils étaient raisonnables quand ils utilisaient la force? Et donc, par exemple, Mme Diallo a parlé au sujet de ce qui est passé à South Carolina récemment avec l'homme qui était en train de prendre la fuite d'un policier. Le policier, lui, a tué avec son arme à feu. Et en ce cas-là, personne, la public n'était pas... on n'avait pas de raison à faire ça, absolument. Le policier n'avait pas eu besoin de se défendre. Oui. Et donc, mais le problème, c'est que les policiers, ils savent qu'ils peuvent justifier ce qu'ils ont fait par dire ça, que j'avais peur, que ma santé, j'avais eu besoin de me défendre. Oui. Et donc, ça, alors, c'est le problème. Oui, Maître Galuzzo, Kadia Toudalo, vous me disiez avant l'émission qu'il faut surtout changer les lois. C'est peut-être ça le plus important. Pourriez-vous revenir là-dessus? Oui, actuellement, il y a beaucoup d'efforts par rapport au système qui est là parce que le procureur, avec la police, il travaille main à main. Donc, il faut nécessairement réviser
revoir ce système et créer des lois qu'on va appliquer. Parce que sans la loi, rien ne peut marcher. D'abord, je sympathise avec les familles des victimes policiers aussi, puisque nous savons qu'ils prennent des risques pour aller travailler et aider pour réduire les crimes dans nos communautés. Mais rien ne justifie d'abattre un enfant à n'importe quel prix. La justice est là pour appréhender la personne, pour l'attraper et le juger. Mais la solution n'est pas d'abattre. Donc, il y a aussi un problème là. Les jeunes qui sont en train de faire cette délinquance, ça ne se doit pas. Donc, nous devons faire une balance là. Tout récemment, la Fondation Amadou Diallo a organisé une conférence pour vraiment débattre ce sujet. Il y avait même des ex-policiers qui sont dans le board de la Fondation qui ont contribué avec des avocats de grande carrure. Mais pendant la conférence, il y a un jeune qui est venu nous attaquer violemment parce que lui, il n'était pas d'accord avec nous. Alors que nous pensons que la violence ne peut pas régler la violence. Alors justement, on va en parler. Avant de poursuivre notre débat, je vous propose d'écouter Loretta Lynch, la nouvelle ministre américaine de la Justice. Elle s'est rendue cette semaine à Baltimore pour rencontrer les forces de l'ordre. J'ai vu la police de cette ville et je sais qu'il y a des difficultés. Je sais qu'il y a des luttes et nous sommes là pour vous aider à surmonter ces problèmes de manière la plus productive pour ce département. Mais à vous qui êtes en première ligne, je veux vous dire merci. Vous représentez la loi lorsque vous êtes sur le terrain, vous permettez aux gens de manifester pacifiquement, vous aidez les gens à reconstruire et à nettoyer. Voilà, Loretta Lynch. Maître Mathieu Galouzan en direct par téléphone depuis New York. Vous êtes ancien procureur également. Dans cette affaire de Baltimore, 6 policiers sont mis en examen pour homicide involontaire. 3 d'entre eux sont noirs. Cela montre bien que les violences policières vont au-delà de la question du racisme. Vous voyez passer de nombreux cas devant les tribunaux. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation pour éviter toute violence excessive chez les policiers? Oui, je suis ancien procureur. J'avais travaillé avec beaucoup de policiers avant que je sois devenu avocat. Et, oui, je crois qu'il y a un vrai problème avec la violence excessive contre la communauté par les policiers. Et un autre problème qu'on trouve, c'est que même des policiers honorables, des policiers excellents, ils ont peur des autres policiers. Ils ne veulent pas témoigner contre les autres, normalement. C'est très dangereux pour un policier d'informer quelqu'un qu'un autre policier a fait quelque chose de mal. Et donc, aussi, l'autre problème, c'est que les procureurs, ils travaillent avec les policiers. Et donc, c'est très difficile de trouver un procureur qui veut pénaliser les policiers. Et donc, quelquefois, on trouve qu'il n'y a pas de conséquences pour les choses terribles qu'ils font, les policiers. Et donc, oui, c'est pour cette raison qu'on trouve de la violence excessive par les policiers, je crois. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute de Washington Forum sur VOA Afrique. Avant de poursuivre cette émission, marquons une pause. On se retrouve juste après pour la suite de ce débat sur la police américaine. Plan cette semaine sur Baltimore et plus généralement les bavures policières aux États-Unis envers les Africains américains. Après les violences, les habitants de Baltimore se sont rassemblés pour prôner la paix et tenter de trouver des solutions. Roger Moutou, vous étiez sur place pour VOA Afrique. Oui, Nicolas, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues de Baltimore. La colère suscitée par la mort de Freddie Gray a succédé l'espoir d'un changement après l'inculpation des 6 policiers. Quelques membres de la diaspora africaine y étaient. Avec notre jeune frère qui vient de nous laisser, Freddie Gray, la police lui a arrêté sans cause. Et cela a donné vraiment à cette jeunesse noire le temps d'agir et de demander vraiment la justice. Donc sans la justice, il n'y aura pas de paix ici à Maryland. Parti du quartier où Freddie Gray avait été arrêté le 12 avril, la marche du samedi à Baltimore s'est dirigée vers la place de l'hôtel de ville où la procureure Marilyn Mosby a annoncé vendredi dernier les inculpations des 6 policiers. Un motif de satisfaction pour certains. Je crois que Mme Mosby a pris une bonne décision. Elle a des policiers dans sa famille. Elle a grandi dans ce système. Ses parents étaient policiers. Donc elle comprend bien cette situation.
et je suis content que le résultat soit ainsi. La maire de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, qui a été la plupart du temps absente des manifestations consécutives à la mort de Gray, s'est mêlée à la foule samedi près du carrefour de Baltimore West. Les émeutes y étaient les plus violentes lundi, après les obsèques du jeune noir. Marc Compoui, d'origine congolaise, habite à Baltimore. Le couvre-feu déjà, ça a un impact sur l'économie d'abord de Baltimore, quoi, tu vois. Beaucoup de choses doivent fermer à 22 heures. Il n'y a pas de circulation. Les business sont obligés de fermer à 22 heures. Je pense que nous avons des amis, des gens que nous connaissons qui font exemple le taxi, ils ne peuvent pas travailler après 22 heures. L'inculpation des 6 policiers a apporté un soulagement dans cette ville de 620 000 habitants. Pour les manifestants, il faut maintenant que justice soit rendue, non seulement à Baltimore, mais partout aux États-Unis. À leur avis, les minorités font souvent l'objet de mauvais traitements de la part de la police. Juicy est mère de 2 enfants. Moi, je suis ici pour supporter la justice pour Freddie Gray. Non seulement pour Gray, mais aussi pour tous les Noirs aux États-Unis. Regardez, j'ai élevé des garçons noirs. Je sais ce que c'est perdre un enfant. J'ai perdu un enfant avant celui-là. Donc, je me sens obligé d'apporter mon soutien. Nicolas, l'espoir de nombreuses personnes qui nous ont parlé, c'est de voir leurs enfants grandir dans un monde différent où les policiers respectent la communauté et où la communauté se sent protégée par la police. Nico. Merci beaucoup Roger Muntu pour ce reportage dans les rues de Baltimore. Le thème de cette semaine a suscité de nombreuses réactions sur notre page Facebook. Je vous propose de lire certains de ces commentaires. Partons tout d'abord, c'est une grande honte de voir les Noirs souffrir dans un pays présidé par un Noir américain. C'est ce que nous explique l'un de nos followers, évidemment. Certains nous expliquent que c'est une folie de trop et le terme bavure policière dans ce cas est très déplacé. On devrait tout simplement parler de crime, que la lumière soit faite sur cette affaire avec une correction exemplaire. Autre commentaire, les Américains doivent savoir que les Noirs ont le droit de sol aux États-Unis. Le Noir est un être humain qui mérite respect et considération. Arrêtons toutes ces bavures pour préserver la paix. Et le dernier, cela fait des décennies que les Noirs et les Hispaniques subissent de la part de la police américaine des bavures. Si seulement la justice américaine était plus impartiale, son aspect dissuasif aurait pu sauver de nombreuses vies humaines. Le cas de Trayvon Martin est plus qu'éloquent à ce sujet. Retour à notre débat avec Kadiatou Diallo, Nicole Bakaran et maître Mathieu Galuzzo. Nicole Bakaran via Skype en France. Question pour vous qui avez écrit sur l'histoire des Noirs américains. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une plus grande frustration des Afro-Américains depuis l'arrivée au pouvoir de Barack Obama en 2009 ? Élection qui finalement serait l'arbre qui cache la forêt ? Si, certainement. Je pense que la frustration est encore plus grande puisque avec l'élection de Barack Obama, on a eu le sentiment, et je crois le sentiment justifié, qu'on avait franchi une étape historique irrémédiable. On ne reviendra pas là-dessus. La population américaine, dans sa majorité, toute communauté confondue, est capable d'élire un noir à sa tête. Donc il y a quelque chose qui a changé, mais ça n'a pas changé partout. L'Amérique post-raciale que semble incarner Barack Obama, elle existe, mais elle n'existe pas dans tout le pays, elle n'existe pas pour tout le monde, et elle n'existe certainement pas dans les quartiers les plus pauvres et les plus déshérités. Je trouve que ces affaires policières épouvantables des dernières semaines, des derniers mois, elles révèlent, au fond, elles mettent à jour tout ce qui n'a pas été résolu, non pas simplement depuis la présidence de Barack Obama, mais depuis le mouvement des droits civiques, c'est-à-dire ces quartiers où même la déségrégation, même la réussite de certains de ses membres ont joué contre les gens qui habitent encore là. C'est-à-dire que tous ceux qui pouvaient partir parce qu'ils avaient une bonne santé, parce qu'ils avaient un métier, ils avaient un petit commerce, ils avaient une famille pour les aider, tous ceux qui pouvaient quitter ces quartiers très durs sont partis. Donc ne reste vraiment que des familles
dans de très très grandes difficultés. Beaucoup de ces mères qui élèvent seuls leurs enfants et de ces garçons qui passent par la case prison dès leur toute première adolescence. Oui, Nicole Macaran, peut-être ces chiffres pour illustrer votre propos, car finalement la discrimination a peu changé en 60 ans en Amérique. Quelques chiffres, hein. Les Afro-Américains représentaient 13,6% de la population lors du dernier recensement de 2010. Pourtant, tenez-vous bien, les Noirs constituent 40% de la population carcérale. Pire, les jeunes hommes noirs tués par la police sont 21 fois plus nombreux que les jeunes blancs, selon une étude du site d'investigation ProPublica. Mathieu Galuzzo à New York, ces chiffres sont troublants quand même. Bon, c'est pas étonnant du tout pour moi, parce que je travaille dans le système. Je sais que les Noirs sont arrêtés beaucoup plus souvent que les Blancs. C'est absolument vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme je crois que vous avez dit, à Baltimore, presque un demi des policiers sont noirs eux-mêmes. Et non, mais encore, ce sont les jeunes noirs qui sont arrêtés plus souvent. Et je crois que c'est pas seulement parce que, bon, c'est pas vraiment à cause de la quantité des crimes qu'ils font, c'est à cause de la perception vraiment des policiers de ce qui est un crime et pourquoi faire les arrestations. Et donc, même des policiers noirs, je crois qu'ils sont plus méchants aux jeunes noirs que les jeunes blancs. Et donc, les problèmes sont vraiment grands. C'est une question de perception qui doit être changée. Alors, Kadiatou Diallo, vous êtes ici en plateau à Washington. Que pensez-vous de l'action du président Barack Obama en matière de discrimination? Est-ce que finalement, selon vous, il a permis d'améliorer les choses? Je pense que le président Barack Obama, il fait son effort, il fournit beaucoup d'efforts, mais il doit encore redoubler d'efforts parce que la communauté noire avait tellement d'espoir quand il est venu au pouvoir. Et là, nous devons l'accompagner aussi et le comprendre parce qu'il doit être le président de toute l'Amérique, pas les Noirs seulement, les Blancs aussi. Donc, il doit être, c'est-à-dire, il doit penser de tous les côtés. Il faut l'accompagner pas parce qu'il est un président noir, mais parce qu'il est un président qui veut faire un changement. Et je lance un appel aussi à tous les parents, puisque qu'est-ce qu'on est en train d'apporter? Chacun doit jouer son rôle. Les parents, les familles, les enfants qui sont là, qui sont perdus, qui ne savent pas à quelle direction ils vont se diriger, il faut qu'on redouble d'efforts en matière d'éducation, de formation. La police aussi, enfin. Tout récemment, nous avons proposé quelques méthodes que nous pensons qui vont aider beaucoup dans ce sens. La police est stressée. Parfois, il est nécessaire qu'ils partent donner leur temps, au moins pour 6 mois, et travaillent avec la communauté, là où ils travaillent. Parce que ce n'est pas bon. Quand Amadou a été abattu, c'était des policiers qui habitaient à Long Island qui sont venus l'apercevoir et l'abattre comme ça. Donc ça, c'est un danger. Mon fils, je blâme la police pour leur bavure et je blâme aussi le jeune qu'on avait accusé de viol, parce que la violence, c'est de partout. Nous devons essayer de redoubler nos efforts, notre effort et vraiment essayer de faire un changement. Et aujourd'hui, Madame Diallo, que dites-vous aux Africains qui sont nombreux, qui estiment que les Américains, le gouvernement américain, donnent beaucoup de leçons en matière de droits de l'homme à travers le monde, notamment sur le continent africain, et que ces droits de l'homme, notamment ceux des Noirs aux États-Unis, ne sont pas respectés? Que dites-vous à ces Africains qui sont nombreux justement à dire qu'il y a un peu du deux poids deux mesures? Ça, c'est une excellente question. Vous savez, je suis non seulement africaine, mais je viens de la Guinée. Nous avons un sérieux problème en Guinée. Tout à fait. Ici, au moins, s'il y a une violation de droits de l'homme, quand même, on a le droit de sortir et de manifester et de demander justice. Mais par contre, en Afrique, dans beaucoup de pays, plusieurs pays aujourd'hui, par exemple la Guinée, on abat les jeunes rien que pour sortir et demander, comment dirais-je, le droit de vote ou bien avoir l'électricité et l'eau. Quand même, c'est imparfait, mais il ne faut pas oublier cette petite histoire. Aux États-Unis, ils sont en train d'aller partout ailleurs pour insérer leur exemple modèle, dire la démocratie et tout, justice et paix. Mais nous savons que ce n'est pas parfait. Donc,
Il y a beaucoup à faire, mais quand même, il y a les lois, il y a la justice qui fonctionne, même si c'est imparfait. Bon, c'est ça que je peux dire en tant que maman, la maman de Amadou Diallo, une africaine et une guinéenne aussi. Et Nicole Bakaran, vous êtes en France. Est-ce que finalement, le grand succès de la démocratie américaine, notamment concernant l'intégration des minorités, est-ce que ce n'est pas plus un succès économique qu'un succès démocratique, selon vous? Mais je pense qu'on ne peut pas séparer les deux. Je pense que le succès économique qui s'est fait notamment par l'action affirmative, par l'ouverture des portes pour les Noirs enrôlés dans l'armée, dans l'administration, dans les entreprises, dans les universités. À partir du moment où les gens travaillent ensemble, se croisent, ont des intérêts communs, se perçoivent finalement comme essentiellement les mêmes dans leurs désirs, dans leur vie, je veux dire, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau, c'est ça qui est une réussite. Donc peu importe si on la classe plus politique qu'économique, on ne peut pas séparer l'un et l'autre. Je pense qu'il y a une chose qui est positive aux États-Unis, et là-dessus je rejoins Mme Diallo, c'est que j'ai jamais vu une situation historique ou politique ou sociale où le problème apparaît d'une manière aussi claire, et maintenant ça apparaît à cause notamment des films, des vidéos qui sont prises, et que l'on dise socialement, on ne peut rien faire, tant pis. Non, ça n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire aujourd'hui, ils viennent de tous bords, et même tous les candidats à la présidentielle de 2016 ont réclamé sous une forme ou une autre que justice soit faite pour Freddie Gray. Donc les choses sont difficiles, je pense qu'on ne peut pas imaginer que ça va se résoudre rapidement ni parfaitement, mais je suis tout à fait certaine que des progrès vont être faits. Et Maître Galuzzo, à New York, vous expliquiez tout à l'heure qu'il y avait peut-être de l'omerta au sein de la police. Nous sommes en 2015. N'avez-vous pas l'impression quand même que les choses s'améliorent, notamment à travers la multiplication de ces affaires qui ternissent l'image de la police américaine? Oh, pardon, je n'ai pas bien entendu votre question. Je demandais si finalement vous n'avez pas l'impression quand même que les choses s'amélioraient un peu avec la multiplication de ces affaires qui ternissent l'image de la police américaine. Est-ce qu'au sein de la police, on ne prend pas de plus en plus conscience qu'il faut changer les choses? Pardon, je ne peux pas bien entendre. En tout cas, d'ici, il y a beaucoup de bruit derrière moi. Pardon, je n'ai pas bien entendu. Pardon. Donc, Maître Galuzzo, qui est avec nous depuis New York, ancien procureur et avocat. Avant de conclure ce Washington, un mot évidemment sur la situation au Burundi pour dire que la Cour constitutionnelle a validé cette semaine la possible candidature du président Nkurunziza pour un troisième mandat. Les manifestations se poursuivent. Le gouvernement américain qui s'est exprimé contre évidemment la possibilité de ce troisième mandat. Et ce jeudi, Madame Nkosazana Dlamini Zuma, qui dirige la commission évidemment de l'Union africaine, s'est également exprimée contre ce troisième mandat. On rappelle que pour le moment, la Cour évidemment qui reçoit les candidatures pour cette présidentielle, eh bien cette Cour burundaise n'a toujours reçu aucune candidature. On en parlera évidemment dans les prochains numéros de ce Washington Forum, puisqu'évidemment on suivra cette actualité qui reste chaude sur le continent. Le mot de la fin peut-être pour vous concernant ce débat. Madame Diallo, vous vouliez ajouter quelque chose très rapidement? Oui, très rapidement, enfin. Ils sont bousculés parce qu'il y a les vidéos aujourd'hui. C'est tout ce qui fait la différence, rien d'autre. Et j'espère que les lois vont changer pour améliorer la situation. Et oui, les téléphones portables, évidemment, qui sont partout dans notre vie quotidienne. Ainsi va s'achever ce Washington Forum. On va remercier évidemment ici en studio Kadiatou Diallo, Nicole Bakaran qui était en France et Maître Mathieu Galuzzo qui était à New York. Merci chers téléspectateurs de votre fidélité. Merci à Lionel Gaïma, Linda Ridge et Jean-Michel Mathurin pour la réalisation de cette émission. Retrouvez Washington Forum sur notre site internet voaafrique.com et nous continuons la discussion sur notre page Facebook. Ça a encore été un très grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous dis à très bientôt sur VOA Afrique.